Alors bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez me dire quelle équipe vous êtes déjà, pour commencer? Goldorak. Ok, donc l'équipe Goldorak. Vous êtes structuré sous forme d'assaut, vous êtes quoi? Il n'y a pas de structure officielle pour l'instant. Okay. Je considère en tant que fondateur du club que c'est un club d'amis. D'accord. Et sur le point de vue gouvernance, si j'ose dire, on va dire que c'est une gouvernance collégiale. On prend tous les décisions ensemble. Ok. Vous êtes combien du coup? Parce que là vous êtes deux, mais il y a plus de monde dans l'équipe a priori. Il y a V. Enfin, il y a encore. Disons qu'on a fini l'année avec un effectif de 5. 5 personnes. Oui. Ok. 5, on va dire, membres officiels à part entière enregistrés auprès de Planète Science. D'accord. Plus 2 personnes qui ont participé, mais qui n'étaient pas très fortement. D'accord. Vous êtes arrivé combienième du coup à la coupe? 22e. 22e, ce qui est plutôt un joli score. Oui, a priori, par rapport à 3 équipes, oui, par rapport à l'année dernière, c'est une belle marge de progression. Ouais. Je crois que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, on avait terminé 87e. Ouais, centième effectivement. Centième plutôt. Ouais. Bon, j'ai retenu le meilleur. Alors, quelles actions font vos robots? Donc là, vous avez 2 robots. Il y a un panneau de domotique aussi, pour lequel je crois que vous avez reçu un prix à la Coupe de France de robotique. Donc, quelles actions font les différents robots que vous avez? Alors, je laisse présenter le petit en premier, c'est celui qui est la star. Effectivement, oui, je vais présenter le petit. Philosophiquement, il y a en quelque sorte une séparation des tâches, ou même un partage des tâches entre les 2 robots, on va dire. Enfin, théoriquement, parce que dans la pratique, bon, la pratique elle est ce qu'elle est. Mais sur le plan théorique, le petit robot s'est vu attribuer les tâches de ramasser les balles dans les distributeurs, métaphoriquement représentant les molécules d'eau, et donc de démarrer la fameuse abeille. Et le gros robot s'est vu attribuer la tâche de faire des constructions à haute qualité énergétique. Et de activer le panneau domotique. D'accord. Ok. Et donc pourquoi il y a une différence entre le théorique et le pratique? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dans la théorie, tout fonctionne bien très vite quand on est en route. Théorie absolument invérifiable à la coupe, comme le sauront toutes les équipes qui ont déjà participé au moins une fois. Donc dans la pratique, c'est le petit robot qui a assuré les scores à la Coupe de France, puisque malheureusement le gros robot, on a réussi à l'homologuer que vendredi soir, c'est-à-dire il ne restait plus qu'une série de matchs. D'accord. Et stratégiquement, on a décidé de ne pas le lancer dans la 5e série, parce que on n'avait pas assez de temps pour synchroniser les 2 robots, et on risquait de nuire à la performance du petit sur le dernier match, alors que, comme le prouve le classement final, on n'était pas très loin d'avoir un bon score, donc on aurait pu facilement vite reculer dans le classement si on n'avait pas assuré des points au dernier match. Ok. Mais n'empêche, comme vous pouvez le voir, il y a du travail. Et, je dois féliciter mes collègues dans l'équipe Goldorak. C'est franchement fantastique le travail qu'ils ont fait. D'autant plus qu'entre la coupe et aujourd'hui, on a quand même réussi à faire fonctionner le robot. Alors, fonctionner c'est un bien grand mot parce qu'on n'a pas vraiment fait de match ici. C'est-à-dire que les premiers matchs, le robot n'était pas encore prêt, et sur le dernier match, on essaie de faire un bon robot, donc on s'inspire vraiment des meilleurs, et si vous avez un peu suivi la coupe cette année, les meilleurs n'ont pas pu aussi donner toute la splendeur de leur performance, parce que leur robot n'a pas démarré à un moment critique. Eh bien, il s'en est inspiré et il n'a pas démarré au moment critique. Donc en gros, il n'a pas démarré de tout la coupe. Il n'a jamais démarré sur un seul match. Mais sur l'étape d'essai. D'accord, sur l'étape d'essai, vous avez réussi à le faire. Ça, c'est l'aspect anecdotique, effectivement. Ouais. On ne va pas citer le nom de l'équipe en question.
Mais du coup, vous êtes réparti le boulot comment? Parce que justement, je voulais juste rajouter une pointe de philosophie entre guillemets. Si on peut parler de lesson learned, comme disent nos amis anglophones, ou de leçons apprises, on pourrait dire qu'on voit deux approches de gestion de projet entre guillemets différentes. On voit que d'un côté qu'on a pu faire, on peut faire des choses très compliquées dans un temps très très réduit, mais il faut un aspect à ne pas négliger, c'est l'aspect intégration et l'aspect test et validation, et pour être sûr d'avoir au moins une partie des fonctionnalités qui marchent. De l'autre côté, bon, c'est vrai, là peut-être que je voudrais pas pencher la balance du côté du petit, mais c'est l'autre approche où on n'a pas voulu faire des choses très compliquées, bien au contraire, garder au maximum d'éléments qui marchaient des années précédentes et avoir un truc vraiment très bête, par rapport aux fonctionnalités qu'il peut avoir le gros. Le petit est vraiment très pauvre en fonctionnalité, mais au moins il a marché. C'est resté simple, ça facilite vachement les choses, quoi. Et fiable. Oui. La stratégie globale, pour résumer, c'est le petit a été une accumulation d'expérience, parce que cette base roulante existe déjà depuis plusieurs années, et tout ce qui a été rajouté, c'est majoritairement les pièces qui sont en impression 3D, en rouge, en jaune. Le reste a juste été un petit peu amélioré. On a corrigé quelques axes, roues, etc. Mais vraiment pas beaucoup de travail. Donc il a été prêt relativement vite. Je crois qu'en 15 jours, 2 semaines, ça revient à la même chose. Il était prêt. Et on l'a surtout préparé pour la Coupe de Belgique. C'est-à-dire que, contrairement à l'année dernière, où c'était directement, on s'est jeté dans le bain de la Coupe, là on s'est forcé à être présent en Belgique. Et à faire des matchs déjà avec le petit, alors que le gros robot n'était même pas construit encore. Et le gros, du coup, c'est un peu l'opposé. On s'était dit, on va d'abord commencer à faire un peu avec le petit, et si on peut, on fera le gros. C'est plus miser long terme sur le gros et court terme fiable sur le petit, quoi. Tout à fait. Et je voudrais rajouter que quand j'ai parlé de stratégie compliquée, de faire une chose très, très complexe et le faire from scratch de zéro, je dis pas que c'est mal, parce que par exemple, notre panneau domotique, vous voyez que c'est aussi quand même très complexe de point de vue mécanique, de point de vue design, il y a beaucoup d'éléments, voilà. Croyez-moi, c'est pas facile à réaliser. Donc on peut y arriver. Et d'ailleurs, je pense que Audran a sacrifié beaucoup de son temps pour mettre au point ce panneau, malheureusement en sacrifiant le travail sur le gros robot. Donc qui vous a rapporté un prix de l'innovation, c'est ça? Voilà, ça a été à la coupe. C'était la bonne nouvelle. C'était la bonne nouvelle et la très bonne surprise. En fait, le panneau domotique et l'abeille qu'on n'a pas ici, mais qui est aussi un chemin un peu complexe, présente bien aussi un autre aspect. Long terme simple, court terme complexe. Le panneau était aussi à la Coupe de Belgique, mais c'était la V1. Et entre les deux coupes, on a fait une V2 pour corriger les problèmes. Donc là, il y a eu une itération qui a été faite sur celui-là. Mais il a été fait, c'est moyen terme, parce qu'il a pris. Il est venu entre les deux, en fait. Et c'est pareil pour l'abeille. Et l'abeille, c'est encore un autre cas de figure où là, on est tombé juste direct. Et il n'y a eu aucune modification. On n'a littéralement pas changé une vis sur l'abeille entre les deux coupes. D'accord. On aurait peut-être dû changer une jante sur une roue, mais ça ne nous a pas gêné pour faire des points, donc on l'a gardé. Et le panneau, effectivement, a eu un prix du jury parce que par son fonctionnement, il était fortement différent des autres panneaux. Et ça a beaucoup plu au jury de la coupe qui nous a décerné ce prix-là. Et en plus, on a réussi à le faire fonctionner. Quand je disais plutôt qu'on n'avait pas voulu prendre le risque de mettre le gros robot, c'est aussi parce qu'on essayait d'arriver à tout prix de réussir à le faire fonctionner comme il était prévu qu'il fonctionne. Et c'est un objectif qu'on a atteint sur notre 5e match. Et vous vous êtes réparti le boulot comment dans votre équipe? Parce que
Donc principalement, moi j'ai pris en charge le petit robot parce que c'est une base roulante que je connais parce que c'est moi qui l'ai réalisé depuis tu as fait tout, tu as l'élec, la méca, tout l'ensemble de ce robot-là, c'est toi qui l'as fabriqué. La base, enfin le squelette entre guillemets, mais Audran a eu aussi une contribution, et entre autres il a fait les actionneurs et il a repris un peu en quelque sorte le câblage et l'aimant mécanique et là on peut fiabiliser. Ça a été le petit robot. Le gros robot, c'est Audran qui a assuré la maîtrise d'œuvre concernant la mécanique. Gouldo s'est occupé de la partie électronique en bonne partie, puisque c'est lui qui a fait la carte mère, la nouvelle carte mère qui est dans le robot, qui est une itération de la carte mère qu'on avait fait l'année dernière, et qui a permis de mieux intégrer un aspect que Gouldo maîtrise bien, qui est un cœur FPGA qui vient en annexe du microcontrôleur STM32 qu'on a, et qui assure certains traitements bas niveau. Donc les deux discutent et ça permet de gérer pas mal les actionnaires, parce qu'on a tendance à en mettre pas mal dans les mécas. Donc c'est un bon duo au final. Et du coup, les autres membres de votre équipe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors on a deux membres qui ont apporté leur soutien dans la conception électronique. Donc dans des modules, il y a des petites cartes de contrôle d'actionneurs qui ont été créées cette année, une carte pour contrôler des électrovannes, qui n'est pas dans le robot, mais en fait elle porte mal son nom parce qu'elle contrôle aussi le tapis. Il y a une petite carte qui contrôle le moteur qui déplace les colonnes du robot, qui est un moteur pas à part. Et puis il y a d'autres petites cartes qui finalement n'ont pas été intégrées, mais qui ont quand même fait l'objet d'une conception et qui pourront être utilisées si l'occasion se présente dans des futures coupes, qui sont des cartes de contrôle de barrières optiques. Au début, il était prévu qu'il y ait une vingtaine de barrières optiques dans le robot pour assurer le suivi de la réalisation de ces actions. Donc ça, c'est d'autres membres qui ont fait ça. Et puis une grosse partie aussi, tous les autres pratiquement, ont contribué au code. On a un membre qui, par exemple, s'est donné comme tâche sur le panneau domotique d'écrire un code qui permet au panneau d'éviter les bourrages de balles. Parce que pour sa fonction, c'est critique qu'il soit fonctionnel jusqu'au bout du match. Parce que s'il est arrêté, on marque plus de points. D'accord. Et donc vous avez un système assez modulaire avec plein de petites cartes qui contrôlent différentes fonctions et une grosse carte mère de contrôle plus généraliste, c'est ça? Oui. On va dire, enfin, en quelque sorte, on peut faire l'analogie avec le système nerveux central des vertébrés. Il y a un cerveau représenté par la Raspberry Pi, et on va dire il y a la moelle épinière qui assure les fonctions réflexes et la transmission des ordres venant du haut niveau, qui est notre carte qu'on appelle la carte logique. Il y en a une sur le petit robot, il y en a une sur le gros robot, et qui réalise, comme j'ai dit, les fonctions réflexes bas niveau, le traitement hard real time. Elle est basée sur un contrôleur STM micro, un STM32, et on compte garder cette architecture parce qu'on pense que l'architecture STM elle est très bien. Désolé pour les gens qui utilisent les Arduino. Et pour l'avenir, on compte aussi en quelque sorte expérimenter avec une architecture encore plus distribuée, avec des cartes, des petits modules pareil basé sur STM32 qu'on pourrait déporter dans les extrémités du robot, par exemple dans les bras ou dans des zones difficiles d'accès. Pour qu'ils aient leur autonomie. Voilà, et qui serait l'équivalent dans l'analogie avec le système nerveux, avec les ganglions périphériques qui font des boucles d'asservissement, enfin de rétroaction au niveau local, aux extrémités.
Ok. Il y a eu pas mal de changements cette année dans les règles. J'ai oublié de point de vue électronique un truc évident, mais on l'oublie, c'est au plus bas niveau, le plus près du matériel, c'est l'écart de puissance, mais bon, elles n'ont pratiquement pas d'intelligence, c'est juste sans la patate coco. Ouais, c'est tout. Ok. Oui, je disais, il y a eu pas mal de changements dans le règlement cette année. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez trouvé particulièrement sympas et que vous aimeriez bien revoir l'année prochaine, ou à l'inverse des trucs qui n'ont pas été très pratiques et qui seraient bien d'éviter? Alors oui, il y a un élément cette année qui était très intéressant, deux même. C'était le premier, l'importance qui était donnée à la vision et à l'analyse du terrain. C'était un point qui était demandé depuis plusieurs années par les participants et qu'on attendait en fait, presque, parce qu'aujourd'hui voilà, il y a de la puissance de calcul qui prend de moins en moins de place dans les robots. Bon, les robots sont pas très grands, donc c'est bien quand on peut mettre des choses plus puissantes, mais encore faut-il que cette puissance serve à quelque chose. Et là on a vu apparaître l'analyse d'image cette année qui était très intéressante. Il y a pas mal d'équipes qui s'y sont tentées, toutes n'ont pas su l'exploiter parce qu'elle était utilisée uniquement pour la réalisation des constructions qui nécessitaient derrière de savoir faire une construction. Mais le fait qu'elle soit présente permet encore de donner un niveau de différenciation entre les bonnes équipes et les très bonnes équipes qui devient intéressant. Et puis même ça permet à d'autres de s'y tenter. Nous on a tenté aussi de faire cette détection. On a un membre qui était dédié qu'on a démarré à ça. On n'a pas été jusqu'à le mettre en œuvre parce que c'était, comme je viens de le dire, le grand robot qui devait l'exploiter, et comme on n'a pas fait vraiment de match avec lui, on n'a pas été jusqu'à l'utiliser, mais on a quand même travaillé là-dessus et c'était très intéressant. C'est un nouveau domaine avec ses contraintes et du coup c'est intéressant. Le point noir, c'est que comme c'est nouveau, voilà, c'est pas forcément parfaitement adapté encore au règlement et aux contraintes de l'événement qui, selon que ça se passe à l'Étoile, à la Coupe d'Île-de-France, que ça se passe à la Coupe de France de robotique dans un grand hall ou dans un amphi comme en Coupe de Belgique, pas les mêmes conditions. On n'a pas les mêmes conditions de lumière, etc. Et ça veut dire que les équipes vont devoir encore expérimenter quelques années pour se familiariser avec les contraintes propres à ces nouveaux aspects. De la même manière, l'estimation de points, qui était une des actions finalement que devaient faire les robots, qui est censée représenter la capacité des robots à avoir une certaine intelligence artificielle, était particulièrement intéressante. Peut-être un petit peu trop payé par rapport à ce que c'était dans le barème. C'est peut-être un reproche que j'aurais à faire, parce que clairement les équipes qui arrivaient à le faire, elles montaient très très loin dans les scores et ça creusait des écarts qui n'avaient pas forcément lieu d'être, mais voilà, c'était un peu trop donné. Ça exacerbait certains scores qui n'avaient pas forcément besoin de l'être. Après, voilà, dans le règlement, ils ont fait l'effort de faire un terrain ouvert, donc on a le retour sur le terrain de beaux évitements, parce que les années précédentes, faire des beaux évitements c'était difficile parce qu'il n'y avait pas que les robots adverses qui étaient des éléments perturbateurs des trajectoires, mais aussi un terrain qui était un peu surchargé d'éléments fixes, même d'éléments mobiles au final, parce que un truc qui se coince entre deux robots, les robots qui se bloquent par éléments interposés, c'était quand même fortement courant à la coupe. Cette année on n'en a pas trop vu. Pourtant les cubes sont pas tout petits, on a quand même pas mal sur le terrain. Mais voilà, le fait qu'ils aient ouvert le terrain, c'était franchement bien et on a eu très très beaux évitements à la coupe, ça fait plaisir à revoir. Et je pense que ça va continuer dans ce sens-là et c'est le bon sens. C'est ce genre de choses qui sont bien à voir à la coupe, qui prouvent et qui permettent de voir le travail que certaines équipes font sur cet aspect-là, qui est l'évitement des robots, le respect de l'adversaire, etc. Donc on est vraiment dans un sous-thème, mais qui a vraiment sa saveur à la coupe, qui est vraiment appréciable. Ok. Mais un monsieur très respecté, dont on a eu l'honneur de le recevoir à cette Coupe d'Île-de-France, qui est monsieur Jacques Coulon, disait, et je pense qu'il a parfaitement raison, que l'aspect le plus difficile dans l'élaboration de la stratégie d'un robot, c'est la gestion de l'adversaire. Donc c'est le truc le plus touchy, le plus demandeur de ressources intellectuelles, entre guillemets. Ok, et ben merci beaucoup. Et puis bonne soirée. À vous aussi.